Bonjour, donc on commence maintenant la collation numérique. Merci encore une fois à toutes et tous d'avoir répondu en grand nombre et d'être là sur l'heure du dîner. Donc, ça va être sur l'exemple des bons clics. L'exemple des bons clics, c'est une initiative française. Donc, ça va clore la série de 4 rencontres alphanumériques pour la saison hiver 2021. Donc, on a plein de choses qui s'en viennent pour vous au printemps aussi. À la fin de la rencontre, je vais vous donner un petit peu plus de détails sur ce qui s'en vient pour les prochains mois. Avant de commencer, je veux préciser, comme toujours, que l'événement est enregistré. Donc, en plus de se dérouler sur Zoom, il est repartagé en direct sur la page Facebook de Biblio Presto ainsi que de Techno Culture Club. Excusez-moi, j'ai un peu soif. Donc, je me présente, Bianca. Je pense que vous m'avez déjà vu si vous avez déjà assisté aux événements. Je suis chargée de médiation ainsi que des événements dans l'équipe alphanumérique. Donc, j'ai vraiment le grand plaisir d'organiser, d'animer les collations et celles d'aujourd'hui. Donc, alphanumérique, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le projet? C'est un projet qui est porté par Biblio Presto en collaboration avec Technoculture Club. C'est un projet qui est national de formation gratuite pour développer les compétences numériques. Ça va être déployé jusqu'en mars 2022, donc on a encore une belle année devant nous. À l'heure actuelle, toutes nos formations sont offertes en ligne, par la raison étant la COVID, bien sûr, mais ça ne vous empêche pas de programmer justement des ateliers pour vos publics, où que vous soyez au Canada francophone. Donc, on a plusieurs thématiques, que ce soit les tablettes, les fausses nouvelles, la cybersécurité et plus encore. Je vous invite à vous rendre sur notre site web alphanumérique.ca si vous voulez en apprendre plus. Vous pouvez aussi nous écrire à info@commercialalphanumérique.ca. Et si vous êtes du milieu communautaire, on a une adresse spécialement conçue pour vous afin de mieux répondre à vos besoins, pouvoir arrimer les besoins de vos publics. Donc, écrivez-nous à communautaire à commercial Techno Culture Club et j'inviterai la technique Charles-Édouard à inscrire ses adresses dans le clavardage pour qu'elles soient accessibles à vous. Donc, communautaire à commercial technoculture.club pour le communautaire et info à commercial alphanumérique.ca pour les bibliothèques ou tout curieux ayant des questions. Je l'ai présenté, Charles-Édouard, c'est lui qui s'occupe de la technique. Il va être présent dans le clavardage. Si vous avez des questions d'ordre technique, vous pouvez vous adresser à lui, que ce soit dans la section discussion ou questions et réponses. De la même manière, si des problèmes de connexion devaient survenir, c'est possible qu'il reprenne le contrôle de l'écran ou que vous l'entendiez prendre la parole. Donc, soyez pas surpris si Charles-Édouard apparaît ou que sa voix résonne dans vos oreilles. Donc, que vous soyez sur Zoom ou sur Facebook, on souhaite que vous puissiez prendre part à la conversation. Donc, n'hésitez surtout pas à interagir avec nous. Comme on le dit plus tôt, onglet discussion, converser, Q&R, tous les chemins mènent à Rome, même dans les commentaires sur Facebook. On veut vous entendre, on veut que vous partagiez des commentaires, mais aussi des témoignages, des expériences. Donc, on veut que ça soit un échange vivant. Il va y avoir une période de questions spécifiquement dédiée aux questions à la fin de la rencontre. Donc, vous pouvez vous exprimer de manière spontanée, mais juste vous dire qu'on va revenir sur les sujets à la fin. Donc, on ne va pas répondre en direct, mais plutôt en différé. Donc, soyez pas surpris si vous posez une question, vous n'avez pas tout de suite une réponse. On prend un bon 5-10 minutes à la fin pour pouvoir répondre aux questions. Donc, cet événement, ça se veut être un espace de partage, de réflexion. On veut se baser sur des principes d'intelligence collective et collaborative. On n'a pas la prétention de fournir des réponses ou des modes d'emploi. Le but, c'est vraiment de mettre en commun nos expériences. Donc, on veut mettre en lumière certaines réalités du monde numérique. Et je pense que l'invité d'aujourd'hui et l'initiative dont on parle est un bon exemple. On va aller voir un peu qu'est-ce qui se fait en France pour lutter contre l'électronisme qu'il utilise, qui est le terme pour parler
dans le fond, de littératie numérique, du fossé numérique, la fracture numérique, des besoins d'apprentissage par rapport au numérique, avec l'initiative Les Bons Clics, qui est une plateforme en ligne qui offre des outils justement pour former les gens. La plateforme est utilisée par les bibliothèques, par les organismes communautaires et c'est vraiment une communauté qui est très vibrante. Donc, on pense que ça peut être assez inspirant pour nous ici de voir comment les choses sont faites en France. Donc, notre invitée aujourd'hui est Sarah Ouali. Elle est Learning Experience Coordinator au sein de We Take Care depuis 4 ans. Sarah est titulaire d'un Master 2 Innovation, spécialisé dans l'ingénierie et le management de la formation en ligne à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Elle a mené de nombreuses missions d'ingénierie, de formation, de conception et d'accompagnement d'opérateurs, et de services et d'acteurs de terrain dans le développement ou l'amélioration de leur offre de formation. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Sarah à se présenter à nous et si elle a quelque chose à rajouter un peu sur elle, son rôle chez les Bons Clics. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de poursuivre la collaboration aussi avec Bibliopresto et Alpha Numérique. Et donc, je pense que ta description, Bianca, était parfaite. Moi, je suis responsable formation chez We Take Care. J'aurai l'occasion de vous présenter un petit peu plus l'association tout à l'heure. Mais mon rôle va vraiment être sur la conception de formation, de support pour les publics qui sont éloignés du numérique et aussi pour les professionnels qui les accompagnent. Merci. Mais justement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi le portrait démographique de la France en termes d'inclusion numérique? Alors, en termes d'inclusion numérique, avant de vous donner quelques chiffres clés, en plus avant le webinaire, j'ai essayé de regarder un petit peu pour vous donner des chiffres qui sont assez parlants. Mais je pense que ce qui est important de souligner en termes de portrait démographique, déjà, c'est les facteurs de l'exclusion numérique. Donc, il y en a 3 principaux qui sont le manque de compétences numériques de base, les problématiques d'accès et de connexion liées notamment au coût de l'équipement, etc. Et aussi les freins psychologiques, la peur de ne pas y arriver. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous y êtes confrontés plus que moi dans votre quotidien quand vous accueillez des publics qui ont aussi ces peurs, ces freins qui sont difficiles à soulever et qui finalement sont aussi une cause de l'exclusion numérique. Et donc, pour répondre à ta question, Bianca, aujourd'hui, c'est 17% de la population française qui est en situation d'électronisme. Donc, ça représente 11 millions de Français. Et ce chiffre, il est assez parlant, notamment le fait qu'il y a 38% des Français qui manquent au moins d'une compétence numérique de base. Donc, ça peut être la recherche d'informations, la communication, l'utilisation de logiciels, la résolution de problèmes, etc. Donc ça, c'est vraiment sur le volet compétences numériques. C'est, comme je disais, 11 millions de Français qui sont en situation d'électronisme. Et après, donc sur les logiques, sur le sujet plutôt lié à l'équipement et à la connexion, en fait, le paysage en France, il a quand même changé dans le sens où l'information importante à retenir, surtout en termes d'équipement, c'est que le taux en smartphone, en fait, d'équipement en smartphone continue d'augmenter et je pense que vous le voyez aussi dans les publics que vous accompagnez. La situation elle est complètement différente qu'il y a 3 ans sur ce sujet-là. Il y a encore des personnes qui sont en situation d'exclusion face à l'équipement, mais c'est non négligeable en fait de se dire que voilà, il y a quand même un accroissement du taux d'équipement en smartphone. Et ce qui est important de retenir également, c'est que la diversification en fait, des produits, des différents smartphones qui existent sur le marché aujourd'hui, on va dire, permet à une majorité de la population d'être en mesure d'acheter un smartphone à moindre coût. Ça ne veut pas dire que tout le monde a accès, tout le monde a un smartphone, mais en tout cas, c'est moins une cause d'exclusion. Par contre, sur la connexion, ce qui est important de souligner, donc là, on parlait de l'équipement. Il y a de plus en plus, et je pense que c'est important de parler du smartphone, mais de personnes qui se connectent à Internet via leur mobile en 4G.
alors que les connexions via Wi-Fi à domicile diminuent. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez frappant. C'est des chiffres qui datent qui datent de 2019 via le baromètre du numérique en France, qui étudie justement tous ces chiffres clés. Donc il y a 51% de personnes qui déclarent se connecter à Internet de préférence avec un smartphone qu'un PC. Et après, pour la connexion, donc là, je vous parlais de l'équipement qui est toujours un facteur d'exclusion, mais il y a quand même l'équipement smartphone qui croît. Par contre, la connexion, voilà, c'est 34% des personnes les moins diplômées et 16% des ménages avec moins de 900 € par mois qui n'ont pas d'accès à Internet chez eux. Donc, il y a une corrélation quand même forte entre précarité sociale et numérique et la connexion à Internet. Et après, pour terminer sur cette question, Bianca, donc on parlait des freins psychologiques. Oui. Et pour vous donner un autre chiffre clé, il y a plus de 3 personnes déconnectées sur 5 dans les populations de plus de 60 ans qui ne sont pas intéressées par l'usage d'Internet, par peur, par manque de confiance, manque d'expérience, etc. Donc voilà, si on résume vraiment globalement, il y a des Français qui manquent d'au moins une compétence numérique de base, l'équipement qui est moins un facteur d'exclusion mais qui l'est toujours, la connexion où en fait on se connecte de plus en plus avec son smartphone. Et il y a toujours une corrélation entre précarité sociale et numérique sur la connexion à Internet. Ouais, merci pour ce beau portrait complet. Puis, par exemple, ici au Québec, il y a des régions qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse. Le problème rural, est-ce que c'est quelque chose que certaines régions, départements en France vivent aussi? Alors, la situation, elle a évolué de ce côté-là. Il y a de moins en moins de départements qui sont, enfin, on va dire, il y a de moins en moins de zones rurales qui vont être touchées par ce problème-là. Maintenant, il existe toujours. OK. Mais, on parlait de l'équipement, mais le fait d'être en milieu rural, c'est de moins en moins un facteur de fracture numérique. Ça l'est toujours, mais c'est de moins en moins un facteur de fracture numérique, puisque, en fait, on va plutôt regarder le taux de pauvreté, l'âge des personnes, le niveau de diplôme, etc. Mais voilà, les zones rurales en France, typiquement, je ne sais pas si ça vous parlait, mais le département du Massif central, il y a voilà, il y a des personnes mais on va plutôt regarder parce qu'en fait, dans ce département, il y a une population vieillissante, etc. Et il y a aussi en effet des difficultés potentielles dues aux zones grises ou zones blanches où il n'y a pas beaucoup de connexions à déployer sur le territoire. D'accord. Bon, merci, ça nous éclaire. Nous, c'est quand même des endroits qui sont à peine à quelques heures d'une grande ville et qui ne se font pas desservis par Internet haute Oui. vitesse. Donc, c'est intéressant de voir que c'est un problème qui est partagé. Oui. Puis justement, on arrive un peu, bon, on voit ce portrait-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un tel problème de société? Quelle est la place justement des bons clics et de We Take Care par rapport à cette lutte contre l'électronisme? Alors, donc, peut-être pour vous présenter un petit peu ce que fait l'association donc qui est née en 2016, vraiment de la volonté de mettre les opportunités du numérique au service du plus grand nombre. Donc avec différentes actions, il y a de la sensibilisation aux enjeux de l'inclusion numérique, une activité de conseil justement pour, pour, pour aider des territoires qui veulent en fait s'engager, qui veulent mettre des actions en place. Comment on fait pour les aider, et aussi le volet développement de solutions numériques. Donc comment on fait pour mettre le digital au service de l'inclusion numérique à travers notamment des plateformes. Et en fait, je vous parlais de ce rôle de sensibilisation qui est assez clé aussi pour We Take Care, parce que il y a 3 ans, à la création de We Take Care, le sujet de l'inclusion numérique n'était pas du tout, traité comme il l'est aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, il y a un secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques au sein même du gouvernement en France, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Donc, We Take Care a aussi ce rôle, quand on a été créé, voilà, d'éclaireur et de en faire un sujet en France, en fait.
Mm. Donc, je vous détaillerai peut-être, je crois qu'il y a une question qui concerne un peu plus le détail de comment est-ce qu'on est organisé à l'intérieur, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, on a voilà, ce rôle à travers le conseil, à travers la mise à disposition de plateformes en ligne gratuites, le désir de faire du numérique une opportunité pour tous et d'épauler aussi les professionnels qui accompagnent les publics au quotidien. OK. Puis justement, qu'est-ce qui a fait que l'initiative est née? Qui a créé vraiment l'idée d'une plateforme numérique, le plus spécifiquement? Alors, ben, en fait, bah, peut-être qu'il faut que je reparte du coup du fondateur qui est Jean Dédier. En fait, notre directeur, il a d'abord créé une association qui s'appelle Emmaüs Connect. Et Mhm. en fait, Emmaüs Connect a des points physiques en France, des points d'accueil de public pour vendre de l'Internet moins cher, vendre du matériel moins cher et faire de la formation. Et après avoir créé Emmaüs Connect, en fait, Jean Didier s'est dit bah, comment est-ce qu'on peut avoir encore plus d'impact? Qu'est-ce qu'on pourrait créer pour faire aussi du digital un levier sur le sujet de l'inclusion numérique? Et de là est né We Take Care, qui ne va pas accompagner directement des publics, mais comme je vous le disais tout à l'heure, qui va essayer de faire de l'inclusion numérique un sujet en France, qui va accompagner de façon très opérationnelle des territoires, des collectivités, pour qu'elles puissent mettre en œuvre des stratégies d'inclusion numérique. Et sur le dernier volet, bah, comment on utilise le digital. En fait, ça peut paraître un peu, on se dit, bah, c'est étrange, on utilise le digital et en fait, que c'est un outil puissant qui peut permettre de faire encore plus d'inclusion numérique. Puis justement, comment est structurée votre organisation? C'est quoi les différents rôles à l'intérieur de l'équipe? Puis Alors, tu veux nous parler aussi un peu de ton poste à toi par la oui, suite? bien sûr, tout à fait. Euh, alors, pour vous donner un peu de la visibilité sur bah, comment ça se passe au sein de l'association, on a trois grands cœurs de métier. Il y a un pôle conseil, je vous en parlais tout à l'heure, donc qui va, pour vous donner un peu plus de concret, par exemple, travailler avec un territoire en France. Et ce territoire va dire, ben, moi, je veux connaître un petit peu qui sont les publics touchés par la fracture numérique au sein de mon territoire, quelle structure peut les accompagner, comment est-ce que je crée du lien entre les différentes structures de mon territoire, etc. Comment je déploie des solutions opérationnelles, de la formation, plein de solutions différentes. Donc là, on a vraiment un pôle, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois il y a 6 personnes au pôle conseil qui vont accompagner voilà, différents territoires, différents opérateurs privés ou publics à mettre en place des stratégies d'inclusion numérique. Donc ça, c'est vraiment le premier pôle, c'est le pôle conseil. Et ensuite, on a des projets et aussi des équipes support. Donc sur les projets, il y en a plusieurs, dont les bons clics. Mais les bons clics est vraiment c'est un projet phare de l'association. Ok. Mais on a aussi d'autres projets, dont un qui s'appelle Employeur solidaire et qui a pour objectif de permettre à des personnes en parcours d'insertion par l'activité économique d'acquérir des compétences numériques de base pour réintégrer le monde du travail. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon je pense que ça, on pourrait faire un webinaire dédié Oui. sur ce projet. Mais c'est que vous compreniez un petit peu l'articulation. Il y a vraiment ce pôle conseil et les projets. Je vous ai cité Défi Insertion. On a aussi un projet qui s'appelle Le Déclic, qui est une plateforme d'e-bénévolat qui met en relation des jeunes en insertion professionnelle et des bénévoles, des collaborateurs qui travaillent dans des entreprises et qui se disent bah, du coup, je vais aller aider en ligne un jeune à faire son CV, par exemple. Donc, c'est vraiment une plateforme qui met en lien des jeunes en insertion et des bénévoles. Donc, on a vraiment donc, ce pôle conseil, des projets dont les bons clics en fait partie, et des fonctions qui vont qui vont soutenir les différents projets et aussi le conseil, avec la communication, le marketing digital, le produit, donc tous les développeurs, etc. Et la pédagogie, c'est le pôle dans lequel je travaille. Et du coup, je vous le disais un petit peu en introduction, mais donc dans mon métier, pour vous donner un peu de concret encore sur ce que je fais au quotidien, bah, il y a toute la création en effet de ressources pédagogiques qui vont être utilisées par les structures pour former leur public.
Et on organise aussi la montée en compétences en fait, des différents acteurs qui veulent accompagner des publics. Et ce n'est pas forcément leur métier à la base, où on le sait. Enfin, je pense que vous y êtes confrontés, on aura l'occasion d'y revenir. Mais en fait, notre métier se transforme et parce qu'en fait, on doit intégrer des nouvelles pratiques, etc. Donc, on a tout ce volet-là aussi. Comment on fait pour faciliter au maximum? On sait que ce n'est pas forcément quelque chose de facile, mais comment on fait justement pour faciliter au maximum le travail au quotidien de personnes qui accueillent dans leur structure des publics qui viennent avec des demandes complètement différentes et notamment qui ont besoin de développer leurs compétences numériques. Merci, c'est vraiment une belle réponse complète. Je pense que c'est très inspirant de voir justement le pôle conseil, comment ça vient structurer toute la dynamique de l'association, là, vraiment très enrichissant. Puis concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve parce que les bons clics? Bon, c'est un site, un site web, pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris ou qui ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce fameux site web? Alors, donc il y a sur les bons clics, si vous vous connectez, vous allez sur les bons clics, vous allez déjà, il y a un peu 3 objectifs, hein, du site. Je pense que je peux peut-être partir de là. Ouais. Donc comme je vous le disais, il y a faciliter, l'accompagnement des structures qui accueillent tous les jours des publics qui sont en situation d'exclusion numérique. Donc on va retrouver, plein de ressources, pédagogiques différentes. Je vous détaillerai un petit peu ce volet tout à l'heure. On a aussi un espace média maintenant où vous allez pouvoir lire des articles, vous informer. On a des guides aussi pour les professionnels, par exemple. On en parlera tout à l'heure, mais des guides, comment je fais pour animer un atelier collectif, comment je fais pour accompagner mes publics à distance. Si je suis directeur d'une structure et que je veux agir sur le sujet, par quoi je commence? Parce que c'est pas forcément évident. Donc, comment je fais pour structurer aussi mon activité d'inclusion numérique? Donc, on a vraiment une partie de ressources pédagogiques pour accompagner au quotidien les publics. Une partie, comment moi, en tant que professionnelle, je peux m'inspirer d'initiatives et m'auto-former aussi, développer mes pratiques. Et on a aussi tout un volet sur les bons clics. Et ça, c'est un des objectifs qui nous tient beaucoup à cœur, c'est de créer une communauté comme vous êtes en train de le faire aussi. Mais comment on met en lien différents professionnels qui ont plein d'idées super enrichissantes. Et donc ça, en termes même de fonctionnalité dans le site, ça se traduit parce qu'on a des espaces réseau. Et je vous parlais du projet employeur solidaire tout à l'heure, Oui. dans les pour les différents pour former des personnes qui sont en insertion. Donc en fait, là, justement, sur ce sujet, on a vraiment, en termes de fonctionnalité dans le site, un espace qui est dédié où les personnes vont pouvoir échanger, se partager du contenu, etc. Donc il y a vraiment sur le site Les Bons Clics 3 objectifs. Trouver des ressources pédagogiques pour accompagner ces publics, s'informer, se former et aussi communiquer avec des professionnels qui partagent au quotidien des difficultés similaires, qui peuvent enrichir leurs pratiques, etc. Et juste pour terminer, donc pour être encore, c'est vrai que c'est difficile j'essaie de vous apporter un peu de concret, mais n'hésitez pas à aller voir sur la plateforme, mais en termes de ressources, donc ça, je pense que c'est une des parties qui peut aussi le plus vous intéresser si vous développez de l'accompagnement numérique pour vos publics. Il y a vraiment énormément de thématiques qui sont couvertes. Ça va de la maîtrise de son clavier, du smartphone, en passant par le mail, sur la protection des données, sur quels outils j'utilise pour suivre la scolarité de mes enfants. Donc là, ce sera peut-être plus des outils qui sont utilisés en France, mais c'est pour vous montrer un petit peu la diversité des thématiques qui sont abordées. Puis comment est-ce que vous mesurez justement les répercussions du projet? Alors, sur les répercussions du projet, donc en fait, il va y avoir 2 volets. Donc déjà, si on parle de la vision plateforme, pour avoir des données un petit peu quantitatives, etc., il faudrait que je pose plus spécifiquement la question à nos équipes produits. Mais là où je peux vous répondre, c'est que notre back-office, il nous permet de savoir quel type de structure utilise les ressources, quelles sont les ressources les plus vues sur le site. Et notre ambition, ce serait d'aller encore plus finement dans la compréhension des usages de la plateforme
Et là, notamment, on a mis en place un parcours d'inscription où dès que les personnes arrivent et s'inscrivent, on leur demande un petit peu sur quel sujet sur quel sujet elles veulent accompagner leur public, etc., pour avoir un peu plus de visibilité sur comment est-ce qu'on fait pour mesurer en fait les répercussions de ce projet-là, en tout cas des bons clics. Et après, donc là, on parle des bons clics, mais plus largement, donc là, c'était vraiment la vision plateforme, comment on mesure quantitativement à travers la plateforme les répercussions. Mais après, plutôt la vision projet. De toute façon, à chaque fois, avec nos financeurs, on va mettre en place des indicateurs comme le nombre de sessions de formation qui ont été organisées à la suite d'un projet, le nombre de personnes formées. Et après, là où on aimerait aller plus loin, c'est aussi dans l'évaluation de l'apprentissage. Mais en fait, finalement, à l'issue d'une session de formation, qu'est-ce que concrètement appris les personnes? Ouais. Après, mais c'est assez compliqué parce que notre écosystème, il est très varié. On peut le faire dans un projet comme, par exemple, je vous parlais d'employeurs solidaires, où on sait qu'on a tant de personnes à accompagner. On vise tant de personnes accompagnées. On est sur des zones, des territoires ciblés. On travaille avec des structures ciblées. Et donc là, on peut suivre vraiment le nombre de sessions, etc., etc. Mais là, via la plateforme, il y a tellement de structures différentes qui utilisent le site, qui ont des contextes d'accompagnement complètement différents. Voilà, mais en tout cas, demain, on aimerait bien aller un petit peu plus loin sur ce volet. Merci. Puis tu parles justement, là, tu nous parles des acteurs variés. Premièrement, vous semblez avoir vraiment une communauté qui est vibrante, là. Il y a beaucoup d'intervenants diversifiés. Comment est-ce que vous avez bâti le réseau des bons clics? Alors, comment on a bâti le réseau des bons clics? Moi, je suis arrivée 1 an après la création de We Take Care. Les bons clics n'existaient même pas. En fait, on était en train de réfléchir justement à qu'est-ce qu'on allait pouvoir créer pour agir sur le sujet de l'inclusion numérique et utiliser le digital notamment pour pouvoir le faire. Mais en fait, on a commencé vraiment à une petite équipe, donc on avait aussi des subventions pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'on fait. On a eu un partenaire privilégié qui est SFR, c'est un opérateur de téléphonie mobile en France, qui nous a aidés à démarrer. En fait, on a justement structuré ces activités en se disant qu'est-ce qu'on peut faire avec le conseil, quelle collectivité on va aller voir, quelle stratégie on va mettre en place. Et je pense qu'au fur et à mesure, on a fait la preuve avec un territoire que ça fonctionnait. Et tout doucement, en fait, on a justement, avec quelques missions au début qui ont fait leurs preuves, on a réussi à croître et à créer cette communauté. Puis c'est qui justement ces institutions, ces associations qui utilisent les formations des bons clics? Alors, j'ai essayé avant le webinaire, mais je n'ai pas eu le temps de vraiment creuser pour faire l'exemple, enfin, pour faire le miroir des structures au Québec. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Mais on a des associations, donc ça peut être très large, hein, mais des structures associatives. Il y a beaucoup de centres sociaux. Les centres sociaux, c'est des structures spécifiques qui vont qui vont dans un quartier, par exemple, qui vont offrir une panoplie de services complètement différents. Ça va de l'accompagnement numérique, ça embarque l'accompagnement social. C'est vraiment très, très vaste, qui vont informer aussi sur des activités qui se déroulent dans certains quartiers, etc. On a des départements, des communes. Ça, c'est vraiment, je ne sais plus combien de pourcentage exactement elles représentent. On a aussi des missions locales. Donc, c'est des structures qui accompagnent des jeunes en insertion. Je ne sais pas quel est l'équivalent. Ouais, je pense que ça serait des centres d'emploi. Ok. Mais voilà, ça fait partie aussi des structures qui utilisent les bons clics. Et on va avoir des grands opérateurs comme Pôle emploi. Je crois que l'équivalent, c'est Emploi Québec. Ouais. Carrefour Jeunesse Emploi, merci beaucoup. Oui. Du coup, voilà, c'est vraiment des associations, des centres sociaux et on a des bibliothèques également. C'est 5% des structures qui sont inscrites sur les bons clics et qui ont d'ailleurs un rôle essentiel en France. Pourquoi? Parce que, donc ça, c'est vraiment un chiffre que je voulais vous transmettre qui est assez important à avoir en tête. En fait,
63% de personnes qui identifient les bibliothèques en France comme des lieux pour se former. En fait, c'est une enquête qui avait été menée qui demandait, bah voilà, parmi les structures, il y a eu plusieurs structures qui ont été, des non-structures qui ont été listées. Et les bibliothèques sont vraiment identifiées par le grand public comme, bah, en fait, si je dois me former au numérique, ben je sais que je peux aller dans une bibliothèque et ça questionne beaucoup, du coup, le positionnement des professionnels des bibliothèques sur le sujet de je passe de la médiation culturelle à la médiation numérique, voire à la médiation sociale. Et donc ça, c'est vraiment un sujet qui est assez présent en France et ça concerne les bibliothèques, mais pas que hein, d'ailleurs. En France, les bibliothèques se mobilisent assez massivement quand même sur le sujet de l'inclusion numérique, notamment parce que ce sont des lieux qui sont généralement équipés. Où en fait il y a des espaces où on peut mettre en place du libre accès, de l'accompagnement des ateliers, etc. Il y a les locaux aussi pour. Et ça, c'est quand même un prérequis important. Ouais, c'est intéressant parce que c'est très similaire au Québec. On a vraiment un portrait similaire pour les bibliothèques. C'est un peu la porte d'entrée, c'est le service qui est le plus facile, qui est gratuit, qui est accessible partout à travers la province. Donc, s'il y a moins de services sociaux qui sont offerts, ben, les gens se redirigent vers la bibliothèque pour ce type de truc. Donc, je pense qu'on a un peu le même portrait par rapport à ça. Ça m'étonne pas. Puis, par rapport justement à vos plateformes, à vos outils sur le site des Bons Clics pour les améliorer, est-ce que vous avez un peu un processus pour récolter l'avis des usagers? Puis par usagers, j'entends autant les intervenants qui utilisent vos outils que les publics cibles. Puis à quoi ressemble justement ce processus-là? Alors, pour répondre à cette question, en fait, on a déjà sur le flux, en fait, quand la ressource est en ligne, donc on va dire que voilà, dans notre équipe, on a conçu un atelier sur un sujet cible, on l'a mis en ligne. Et donc là, on a différents moyens de récolter les retours des utilisateurs qui vont être en lien avec cette ressource. Donc on a une adresse mail où une adresse de contact où les personnes peuvent nous envoyer tous les retours qu'elles souhaitent sur telle et telle ressource. Et nous, après, en interne, on va entre le produit notamment et la pédagogie, parce que ça peut être ce bouton-là ne fonctionne pas à tel endroit, et ça peut être cette activité, on pourrait l'améliorer, j'ai des idées pour, etc. Et donc en interne, après, on va se dispatcher entre la pédagogie et le produit les différentes améliorations à mener. Donc ça, c'est vraiment quand la ressource est en ligne. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est en amont. En fait, c'est pendant la conception. Et je pense que c'est tout à fait adapté pour vraiment récolter l'avis des usagers. Il y a aussi le faire avant. Donc, il y a différents moyens. On peut co-construire ces ateliers-là avec les structures qui vont les utiliser. Et après, il y a on va mener des entretiens. Par exemple, quand on a sorti toutes les formations autour du smartphone, on est allé faire des enquêtes dans des structures pour interroger des publics, pour interroger des accompagnants, etc. Donc, on va mener des entretiens. On peut embarquer des structures aussi aux phases de relecture. Quand il y a une ressource qui a été conçue, on va mobiliser certaines structures qui vont nous relire les ressources. Et après, là où on va aller encore plus loin, c'est certains parcours, on va aller les tester. Justement, on va proposer à des structures de prendre en main par exemple, 10 structures avant de mettre en ligne l'atelier, 10 structures qui vont aller tester l'atelier pour nous faire des retours et que nous, on puisse l'enrichir avant la mise en ligne. Super, merci. Puis justement, on parle un peu de vos ressources. Vous avez développé des recommandations sur l'accompagnement en temps de pandémie. Donc, je pense que nos publics seraient assez curieux d'en savoir plus sur le sujet. Premièrement, comment se déroule l'accompagnement en temps de pandémie sur le territoire français? La grande question. La grande question, c'est la grande question. Et du coup, déjà, il y a, en effet, ça c'est indéniable, c'est le fait que ça a accéléré l'adoption des outils numériques par la population française avec plus ou moins de maîtrise. Donc, je pense que c'est la même chose au Québec, mais que ce soit pour les publics ou pour les accompagnants. On a tous été dans la situation où il fallait essayer de mettre en place des stratégies pour utiliser différents outils, etc. Maintenant, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'en France, on a eu des contextes complètement différents entre le premier confinement
qui était en mars, où là, les structures étaient fermées. Et le deuxième confinement, où il y avait de l'accueil de public qui était possible. Donc déjà, c'était des environnements, enfin, c'était des contextes qui étaient complètement différents. Donc l'annonce du premier confinement, ça a été vraiment un choc pour pas mal de structures, puisque ça a marqué l'arrêt des activités. Et ça, c'est très important de le retenir. Sur le premier confinement, l'enjeu, c'était surtout de maintenir le lien social, en fait, avec les publics. Il y a certaines structures qui ont mis en place des actions de médiation numérique collective ou individuelle. Mais en fait, l'enjeu pour les structures premier, c'était comment je garde le lien, je maintiens le lien social avec mes publics. Et là-dessus, je vous inviterai, si vous souhaitez, après le webinaire, aller consulter sur l'espace média. Il y a des témoignages de structures, notamment Technoculture aussi, qui ont accompagné leur public à distance. Mais pour vous évoquer certaines initiatives assez parlantes, il y a notamment un centre social qui, dans cet enjeu-là, voilà, de maintenir le lien social avec ses publics, a mis en place une plateforme en ligne, des lives à distance avec des animations autour de la cuisine, de la magie, des activités sportives, des cours de langue, etc. Donc là, c'était vraiment pour animer la vie de quartier comme ils le faisaient dans leur structure, mais en ligne. Après, le responsable de ce centre social nous disait, mais oui, mais du coup, pour les publics les plus exclus, en fait, on a, pour le coup, ce premier confinement, on n'a pas forcément pu accompagner ceux qui étaient vraiment les plus éloignés du numérique. Et là, il réfléchissait aux dernières nouvelles, du coup, si la situation, je n'espère pas, se produit à nouveau, c'est vraiment comment faire un mix entre distanciel et présentiel. Donc, on pourrait imaginer dans des lieux physiques qui restent ouverts, d'avoir des différentes personnes qui sont dans ces lieux physiques, différents publics, et qui vont suivre un atelier d'une personne qui est à distance et qui va faire un cours en ligne pour plein de personnes qui sont dans des points physiques, par exemple. Donc ça, c'était vraiment pour vous les illustrer, une initiative sur le maintien du lien social. Et après, pour les publics les plus exclus, comment on fait pour connecter et équiper la population? Il y a Emmaüs Connect qui a mis en place avec différentes structures, notamment l'équipement, des dons de 20 000 téléphones, 20 000 recharges gratuites pour les personnes en situation de grande précarité. Ils ont mis aussi, fait du don aussi d'ordinateurs et de tablettes pour permettre aux jeunes de poursuivre leur scolarité. Et donc ça, c'était vraiment un défi logistique, il vous en parlerait mieux que moi, mais c'est vraiment un dispositif qui a été rendu possible par la collaboration de 600 structures. Donc ça, voilà. Et après, le dernier, je vois que le temps défile, c'est fou comme ça passe vite et il faut qu'on se laisse du temps pour les questions. Mais donc, il y avait vraiment cet enjeu de maintien du lien social, comment on connecte et on équipe les plus exclus. Et ce qui était intéressant de souligner aussi sur ces périodes de confinement, c'est qu'en fait, ça a quand même créé de nouveaux usages. Ça a enrichi en fait des usages existants. Et il y a notamment le témoignage d'une mission locale qui accompagne des jeunes dans l'insertion qui disait qu'en fait, l'accompagnement en visio a créé limite un lien plus fort que par le simple biais du téléphone. Donc en fait, elle avait l'habitude d'accompagner parfois, elle les accueillait en physique, mais pour maintenir le lien, elle leur envoyait des SMS ou elle les appelait. Et en fait, elle a été obligée de mettre en place la visio, ce qui a permis de finalement découvrir des nouveaux moyens d'accompagner à distance ces publics. Et même pour les jeunes, du coup, c'était un témoignage de personnes qui disaient que voilà, en dehors du confinement, ce serait même intéressant de continuer à mettre en place des visios pour l'accompagnement social. Mais c'est intéressant. Ça me fait penser, on a eu une collation un peu plus tôt avec une initiative qui était plus en santé mentale. Puis, une des intervenantes disait que la visio amenait qu'il y avait certaines personnes qui se confiaient davantage justement en visioconférence. Donc, ça avait quand même un impact sur l'intervention qui était très intéressant pour les intervenants. Donc, comme quoi qu'il n'y a pas juste du négatif qui ressort de tout ça. C'est ça. Vraiment, merci pour des réponses super constructives. Je pense qu'on a tous appris beaucoup aujourd'hui. On va se lancer dans la période de questions. Et ça commence avec quelqu'un qui nous dit où peut-on retrouver les données énoncées au début de la rencontre? Donc, dans le fond, les statistiques sur la situation de l'électronisme en France.
Alors, je vous invite à regarder le baromètre du numérique. De toute façon, alors soit peut-être que je peux vous partager des liens en même temps dans le chat. On Ou peut alors, l'envoyer on après au pourra faire un mail. participant. Ok. Ouais. On pourra faire un mail peut-être à l'issue du webinaire. Donc, alors, il y a des chiffres qui sont issus d'une étude de l'INSEE, c'est notre Institut national de la statistique, je vous parlais des 11 millions de Français, etc., qui sont en situation d'électronisme. Donc là, c'est des chiffres qui étaient issus de l'étude d'une étude de l'INSEE qui a été menée en 2019 ou en 2019. Il y a des chiffres qui sont issus du baromètre du numérique. Et ça, c'est vraiment, un organisme qui va chaque année étudier la situation de la fracture numérique en France et des usages globalement de la population française sur le numérique. Donc, vous pouvez aller regarder, on vous mettra des liens vers les deux études à l'issue du webinaire. J'aime le noter. Merci. Encore une autre question. Pourriez-vous détailler ce qu'est un aidant sur le site des bons clics? Alors, c'est une très bonne question. Du coup, en toute transparence, je pense que c'est vraiment dans le vocabulaire, c'est pour simplifier en termes d'éléments de langage sur le site. Mais il y a pas pour moi, il n'y a pas de définition d'aidant. Il y a tellement de professionnels derrière, il y a tellement de différents professionnels. Ça peut être un travailleur social qui fait uniquement de l'accompagnement social, mais qui se retrouve face à une personne qui va avoir besoin d'un coup de pouce sur une démarche en ligne. Donc l'aidant le travailleur social va devoir du coup accompagner la personne en individuel sur sa démarche. Donc ça peut être un travailleur social, ça peut être une personne qui travaille dans une bibliothèque, ça peut être un agent de mairie, ça peut être un conseiller Pôle emploi. Donc en fait, c'est une très bonne question. Et moi, parfois, je me dis, mais enfin, aidant, c'est simplificateur. Mais c'était plutôt dans un objectif voilà, sur la plateforme. Mais derrière aidant, il y a beaucoup de situations professionnelles différentes et beaucoup de métiers différents qui n'ont pas les mêmes. Il n'y a pas les mêmes enjeux aussi et pas les mêmes accompagnements derrière concernant le numérique. Mais c'est un peu toute personne qui veut utiliser la ressource pour aider quelqu'un. C'est ça. En tout cas, c'est toute personne, si on devait donner une définition, c'est toute personne qui va se retrouver face qui accueille du public, et qui va à un moment se retrouver face à quelqu'un qui est en difficulté numérique ou qui a besoin d'explications ou d'un coup de pouce sur une démarche. Puis, la personne poursuit qu'une autre partie de cette question était aussi qu'en tant que citoyen, donc, est-ce qu'il pouvait s'inscrire en tant qu'aidant? Sur la plateforme, Ouais. bien sûr. Alors, la question, c'est alors, je vais regarder. En tant qu'apprenant, plutôt en tant que je veux apprendre, c'est ça? Ou je veux accompagner? Ouais, je suis pas certaine. J'ai l'impression que c'est peut-être plus en tant qu'accompagnateur, mais faisant pas partie d'une association. Ouais, donc c'est ça. Donc, il Oui, veut accompagner, mais complètement. sans être une association. Oui, on peut. Alors, dans le processus d'inscription, on propose aux personnes de se rattacher à une structure parce que enfin voilà, de pouvoir, si on veut créer en plus un réseau, etc., il y a la possibilité de créer un compte structure et chaque aidant d'une structure va se rattacher à un compte structure. Mais on a aussi une option qui existe, qui est, moi, même en tant qu'aidant informel, j'accompagne ma famille, je peux me créer un compte sur les bons clics et accéder aux ressources. Merci pour cette réponse très claire. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois que non. Je vais commencer à vous vendre ma salade pour les événements du printemps. Alors, s'il y a d'autres questions, je vais les poser. On nous dit super, merci pour les réponses. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous, j'espère que ça vous est utile. Oui, c'était vraiment, mais moi je pense qu'il y a plus d'une personne qui va ressortir inspirée de cette rencontre. On a encore une petite question, je me permets de Oui, vous oh, il y a une interrompre. autre petite question. Parfait, allons-y. On nous demande, dans le contexte de la création de ressources, pouvez-vous élaborer sur le processus de relecture par les structures et les aidants? Détailler un petit peu le processus. Ouais. Alors,
En général, ça va être... Donc, il y a le processus de relecture. Il y a aussi qu'est-ce que vous faites en fait aussi dans la structure. Donc, il y a déjà une première étape qui est quand on a le temps de pouvoir concevoir de cette façon. Il y a déjà vous, qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous avez des ressources que vous utilisez? Parce qu'il y a énormément d'initiatives qui sont menées par les structures qui sont hyper enrichissantes. Donc déjà, est-ce que il y a des choses que vous faites déjà? Et ensuite, nous, dans le processus de relecture, donc on va fixer les objectifs pédagogiques, rédiger un synopsis, médiatiser, donc créer des vidéos, le contenu, etc., etc. Et à ce moment-là, soit parfois on embarque les structures à l'étape du synopsis. Par exemple, on va dire, est-ce que vous trouvez que cette activité est pertinente? Mais c'est un peu délicat quand on n'a pas le produit fini pour une personne de vraiment faire une relecture. Donc, ça va plutôt être à l'étape de on a presque terminé. Est-ce que vous pouvez nous faire des retours sur le fond de la formation, la forme, etc. Mais Je sais vous pas allez si c'est... Mais ouais, c'est clair, mais il y a quelque chose que, dans le fond, vous allez partir un peu des besoins de la ressource, c'est ça au départ? C'est dans le sens, vous consultez quelles ressources existent déjà? Est-ce que c'est ça que tu disais un peu comme point de départ? Alors, Voir là, qu'est-ce qui c'était était déjà vraiment fait? je détaillais vraiment le lien qu'on a avec les structures. Et Mhm. je disais dans le point de départ, donc nous, déjà, il y a une étape d'instruction. Enfin, dans la création d'une ressource, il y a Ouais. déjà l'instruction, quelles ressources existent déjà sur le sujet, mais ça peut être sur Ok. Internet, etc., Ouais. etc. Nous, et là, dans le processus de création, je disais que sur la première étape, parfois, on va aussi aller voir des structures pour dire bah, qu'est-ce que vous mettez en place Mhm. pour pas réinventer la roue s'il y a déjà des choses super qui sont par ailleurs mises en place. Mais en général, on part plutôt sur on va faire une instruction du sujet et ensuite on va concevoir toute la ressource. Et là, on va embarquer à la fin les structures pour dire est-ce que vous pouvez relire notre travail et nous dire si vous estimez que c'est cohérent. Et après, on va parfois aller tester avec eux. Donc, ils vont mettre en place des ateliers. Et là, on pourra, parce qu'une ressource toute seule, si elle n'est pas vraiment utilisée dans un contexte avec un public, si on parle d'ateliers par exemple, il faut qu'on puisse voir comment ça se passe concrètement. Il y a des choses qu'on ne peut pas évaluer juste derrière son ordinateur et qu'il faut qu'elles puissent vivre dans leur contexte. Et donc là, quand on peut et quand on a le temps, on fait en sorte qu'il y ait des tests qui soient organisés pas dans les structures. Merci, je pense que ça répond très clairement à la question. Oui. Oh, on continue encore. Pouvez-vous nous parler de la mobilisation des organismes? Alors, est-ce qu'on peut détailler un tout petit peu la question? Précisément, qu'est-ce qu'on entend par mobilisation des organismes? Dans le fond, de leur faire utiliser les ressources un peu, peut-être? Alors, mobilisation des organismes, peut-être, est-ce que vous pouvez juste me recontextualiser un tout petit peu la question? L'engagement pour donner des formations. Alors, comment Ah. est-ce qu'on fait pour qu'une structure s'engage à donner des formations? Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça? N'hésitez pas à me dire si j'ai mal reformulé la question. Mais alors, comment on fait pour qu'une structure s'engage à animer des formations? Nous, dans le processus de création d'une ressource, ou est-ce que c'était globalement? Je pense que c'est globalement. Alors, globalement, comment on fait pour qu'une structure s'engage? Alors, nous, déjà, on met à disposition en fait différentes ressources. On ne va pas aller derrière une structure pour lui... Enfin, on a juste un rôle de facilitateur. On va mettre à disposition des ressources. Après, comme je vous le disais, il y a certains projets où en fait, on a des indicateurs de suivi. On va faire en sorte de faire en sorte que les structures s'engagent. Et là, du coup, il y a des financements aussi qui sont mis en place. Il y a du temps qui est dégagé. On va animer des webinaires pour les structures. Voilà. Par contre, si on parle juste des bons clics et de la plateforme, on met à disposition des ressources, mais on ne va pas être derrière les structures pour qu'elles s'assurer qu'il y a des choses qui sont mises en place. Par contre, on va faire en sorte d'animer des temps, je vous disais, où les structures vont pouvoir se rencontrer, s'inspirer entre elles. On va leur proposer de tester les ateliers, etc., etc. Mais après, et encore une fois, je vous disais, l'écosystème est tellement divers que ça peut être un travailleur social qui va utiliser une ressource Les Bons Clics pour une fois
de temps en temps accompagner sur une démarche spécifique une personne. Et donc, il y a plein d'usages assez différents, quoi. Donc, vous êtes un peu plus dans le rôle de vous donner les ressources. Après ça, vous êtes un peu un point de rencontre pour les gens qui utilisent les Exactement. ressources. C'est un peu plus cette position-là que vous avez. Ouais. Merci pour toutes ces réponses. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Je pense que, pas de questions ouvertes. Donc, on arrive à 5 minutes de la fin, donc je vais rapidement vous parler de ce qui sont... Bien, premièrement, merci vraiment beaucoup à toi, Sarah, pour toutes tes réponses. Merci à vous. C'est vrai que pour le- c'était très riche et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, peut-être qu'on pourra être en lien avec Bianca pour vous répondre, parce qu'il y avait beaucoup de sujets à balayer aujourd'hui, mais j'espère que ça vous a été utile et en tout cas, je suis curieuse de savoir aussi comment ça se passe dans votre quotidien professionnel. Je pense qu'il y a des similarités avec aussi des enjeux en France. Mais voilà, et on vous transmettra aussi des informations sur le volet, les chiffres clés, etc., les demandes qui étaient au début du chat. Oui, exact. Puis si entre-temps, vous avez des questions qui vous viennent, vous pouvez contacter info@commercialalphanumérique.ca. Puis avant, le courrier de rappel va être envoyé demain. Donc, si jamais une question vous venait au milieu de la nuit, eh bien, on va l'acheminer puis y répondre par la suite. Donc là, pour le printemps 2021, on est très, très, très excités pour ce qui s'en vient. On a une nouvelle formule. Ce sont les laboratoires alphanumériques. La différence des laboratoires, il va en avoir 2 au printemps. Donc, les laboratoires, ça va être vraiment un espace pour acquérir des compétences. Donc, on va ressortir de ces laboratoires-là avec des compétences qu'on peut réappliquer dans notre accompagnement. Il va y avoir un laboratoire avec la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, 30 secondes pour y croire, qui sont déjà nos partenaires, dans le fond, pour démystifier les fausses nouvelles. Et ça va être un atelier qui va s'adresser spécifiquement aux accompagnateurs jeunesse, donc les professeurs, employés de bibliothèque qui ont affaire avec des adolescents. Ça va être comment aider les jeunes justement à avoir de meilleurs repères pour savoir ce qui est une fausse nouvelle, vérifier ses sources, et vous allez ressortir avec du matériel pédagogique de cette rencontre. Donc, ça va être extrêmement intéressant. Et il va y avoir aussi je suis très contente, c'est avec le projet Someone, qui est un organisme qui lutte contre la discrimination et la cyberhaine. C'est une collaboration entre justement des gens qui sont au Québec. Je pense qu'il y a des gens aussi en France dans ce projet-là, des gens au Liban. Donc, c'est une collaboration qui est internationale, qui lutte vraiment contre la cyberhaine en ligne. Et on va avoir 2 chercheuses de leur équipe qui vont venir nous parler comment identifier et comment désamorcer la cyberhaine sur les réseaux sociaux, comment mieux justement agir dans nos communautés. Ça va être super intéressant. Et avant ça, le 6 avril, dans le cadre de la Semaine de l'informatique libre au Québec, on va découvrir l'initiative Facile. Facile, qui est une initiative qui cherche à promouvoir l'informatique libre et les logiciels libres au Québec. Ils vont nous expliquer leur histoire et en quoi les logiciels libres et l'informatique libre peut servir, encore une fois, nos communautés. Et on finit la saison du printemps le 21 mai avec l'INCA, qui est une initiative qui travaille auprès des personnes non-voyantes, et ils vont venir nous parler d'accessibilité, comment vous pouvez améliorer l'accessibilité de vos ressources, de vos lieux pour les personnes non-voyantes. Donc ça aussi, ça va être une collation à ne pas manquer. Donc, encore une fois, un grand merci à toute l'équipe Alphanumérique. Merci à Sarah Wally et à l'équipe UTCAR. Je vous remercie à tous d'avoir été là. On a un petit sondage de rétroaction qui se trouve dans le clavardage. Si vous voulez bien remplir le sondage de rétroaction, ça nous aide à améliorer nos événements, et il se trouve aussi dans le lien sous la vidéo Facebook. Sur ce, je vous remercie énormément, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine.